Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes le mercredi 5 février 2020 et nous vous saluons tous et toutes autant que vous êtes, vous qui nous écoutez sur le territoire d'Enigba national ou un peu partout en Afrique et dans le monde entier. Si les sons que nous émettons ici parviennent jusqu'à vos oreilles, c'est le mérite des techniciens Victor Bekoku Michel Tomega à la console et Géraud Dakucha pour la version numérique du Club La Presse. L'actualité est bien riche aujourd'hui. La preuve, j'ai sur ma table pas moins de 18 journaux parus aujourd'hui, oui. 18 journaux que j'ai dû parcourir, sans oublier les radios, les sites internet, les stations télé et le bouche à oreille pour dire que l'actualité est riche. Aujourd'hui, 5 février, nous sommes au lendemain de la célébration de la journée mondiale par l'OMS des cancers. Nous allons en parler. 5 février, il y a 15 ans, un certain Gnassingbé et Adema nous quittait. Beaucoup de journaux sont revenus aujourd'hui. Nous sommes également à la veille de l'ouverture de la campagne officielle de l'élection présidentielle du 22 février et sans oublier quelques questions de proximité. C'est pour dire que les 60 minutes ne nous suffiront pas pour tout aborder, mais nous ferons l'effort de synthèse, n'est-ce pas Sylvestre Béni? Oui, effectivement, je crois qu'à un moment donné, il faut essayer donc de simplifier les choses. D'abord, je profite de l'occasion pour dire bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Merci. Abbas Issaka de L'Mania Libéré, bonjour. Bonjour Jalou, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Canal FM. Je fais un coucou à notre ami depuis Kanté aussi. Oui, notre ami mascotte. Mascotte Yamba Yamba. Merci. Eh bien, la pensée du jour, tout simplement, nous avons pris la fin du dernier message de la conférence des évêques du Togo, les évêques qui nous exhortent à la paix avec cette citation: autant que possible et pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Encore une fois, autant que possible et pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. C'est l'exhortation à la paix de nos évêques qui se sont inspirés du passage biblique, l'épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. Encore une fois, autant que possible et pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes, toutes les femmes, et toutes les hommes et femmes de bonne volonté. Abbas et Sylvestre, nous voudrions que nous exprimions nos pensées amicales, fraternelles et solidaires avec un auditeur, un citoyen togolais. Il s'appelle Dr Georges William Koessan. Il est médecin, il est pharmacien, il est le président du parti politique Santé du Peuple. Il est l'un des 7 candidats à l'élection présidentielle du 22 février prochain. Koessan va entrer en campagne demain, mais Dr Koessan qui vit des moments difficiles, il a perdu sa maman et il ne sait pas comment la famille a fait, mais c'est vendredi que la veillée de prière et de chant va se faire au domicile de Dr Koessan. Il habite quelque part à Kégué, non loin de la maison de Pacha. Donc, veillée de prière et de chant, vendredi 7 février. La messe d'enterrement aura lieu à la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé et l'inhumation au cimetière de la Plage. Voilà la façon insolite par laquelle Dr Koessan va entrer en campagne électorale. Oui, je crois que nous sommes quand même de cœur avec lui. On lui souhaite quand même nos vives condoléances. Ce n'est pas facile, même si votre maman est tellement âgée, ce n'est pas facile. Je crois que sa maman sera autour de 95 ou 93 ans, je crois. Mais même si c'est 200 ans, c'est toujours difficile donc de perdre sa maman. Donc nous sommes de cœur avec lui et puis
on souhaite quand même que les choses se passent très bien. Merci. On dirait que c'est une période difficile pour les hommes politiques. Il y a 2 semaines, c'est Apevon qui enterrait sa maman à 102 ans. Dans quelques jours, c'est Dr Kwesang qui va enterrer sa maman autour de 95 ans. Et puis, Kwesang qui va entrer en campagne officiellement à partir de demain. Mais déjà, en fin de journée, il sera l'invité au journal RFI Soir. Vous savez que la chaîne RFI reçoit les acteurs politiques. Ce matin, c'est Jean-Pierre Fabre qui est passé et qui a devancé Aimé Goguet, Gnassingbé Fort, Jean-Pierre Fabre. Donc, Kwesang sera reçu sur RFI Afrique Soir ce soir. Et puis, il semble que dans le tirage que la HAC a effectué, c'est encore Kwesang qui démarre la série de diffusion de ces messages à la TVT demain. Vraiment, il aura besoin de toutes ces émotions, de tous ces nerfs. Ah oui, mais bon, vous savez, lorsque le Deval national aussi vous appelle, vous êtes donc tenu de répondre. Il est vrai, il passe une période très difficile avec le décès de sa maman, mais il est également, parce qu'il aspire à diriger ce pays, donc il est tenu donc d'être à tous ses rendez-vous. Et nous le souhaitons quand même d'être fort. D'être fort, F-O-R-T. F-O-R-T, bien sûr. Merci beaucoup du courage à vous, Dr Kwesang, et à toute votre famille. À Bachisaka, nous allons nous faire l'écho de coups de gueule que les auditeurs nous ont communiqués et qui portent sur les prestations de services publics. Commençons par le voisinage ici. Vous prenez le boulevard du 13 janvier, vous arrivez à l'angle de la BTCI et vous prenez donc la rue. Nous nous situons à l'angle de la rue de Paris et de la rue de Cyprès. C'est au niveau du garage intérieur de la BTCI, dans la voie qui mène à l'ancien Zongo. Alors, à l'angle de la rue de Paris et de la rue du Cyprès, vous allez voir les câbles d'un poteau de la CET qui s'est détaché et qui pend en plein milieu de la rue. Ce câble de la CET qui pourrait toucher le sommet de certains véhicules qui seraient haut sur pattes. Voilà. Et quand on dit câble de la CET qui est détaché d'un poteau, il se pourrait qu'il y ait du jus, de l'électricité dedans. Je ne sais pas, depuis plusieurs jours, les voisins se plaignent et ils nous prient de relayer ce message à l'endroit de la CET. Ça, c'est d'un. De deux, c'est la direction des transports routiers ferroviaires. Beaucoup de citoyens nous ont communiqué le véritable parcours de combattant pour faire la visite technique de son véhicule. Un citoyen, et pas des moindres, nous a saisi qu'il s'était transporté hier. Il a passé toute la journée. Il n'a pas pu faire la visite technique de son véhicule. Il doit y retourner aujourd'hui. Donc, toute une journée, voire 2 jours pour faire la visite technique de son véhicule. Et ce qui pourrait donner l'occasion au taméa, au pot de vin, si tant est que vous vouliez vous faire servir rapidement. Et le troisième vieux constaté, c'est le sort des agents de l'ancienne municipalité de Lomé et que nous relayons de temps en temps ici. Vous savez que Lomé est éclaté en 2 petites mairies, mais le personnel qui travaillait tarde toujours à se situer sur son sort. Et aujourd'hui, Liberté se fait aussi le coup de cela et écrit « District autonome du Grand Lomé, des arriérés de salaire des agents s'accumulent ». Et l'article dit que les salaires de décembre 2019, de janvier 2020 sont toujours en souffrance pour dire que c'est pas payé. Et certains agents attendent toujours les salaires d'octobre et novembre 2019. Voilà ces 3 vieux constatés. Le poteau, le câble qui pend sur le poteau de la CET au niveau de la BTCI, le parcours de combattants pour la visite technique de nos véhicules et les agents de Lomé qui attendent leur salaire depuis des mois. Je pense que pour le poteau électrique bien le câble d'un poteau qui est en train de balancer, et je crois que c'est un danger public qui est là-bas, puisque heureusement que nous ne sommes pas encore en saison pluvieuse.
puisque pendant la période des saisons pluvieuses, si un câble surtout de cette intensité électrique pend et qu'il pleut, ça peut provoquer des incendies. Surtout que l'eau conduit le courant. Bon, maintenant que les riverains ont fait des appels à la société, je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent la société attend pour venir intervenir. Parce que ce n'est pas peut-être seulement le cas là qui s'y présente. Vous allez voir dans certains quartiers, la même chose se présente. Vous allez voir même un poteau électrique qui est cassé complètement et puis les câbles sont en train de se balancer comme on l'a dit. Donc ce n'est pas bon. La société, quand on vous appelle directement, il faut réagir avec promptitude pour régler afin d'éviter. Merci. Et si la CET nous écoute, ce phénomène se passe à l'angle rue de Paris, rue de Cyprès, au niveau du garage intérieur de la BTCI quand vous alliez vers l'ancien Zongo. Maintenant, pour au niveau de la direction des transports routiers pour les visites techniques, je pense qu'il faut faire diligence là-bas afin d'éviter ce qu'on appelle l'état meilleur que les gens versent, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui bien programmer les visites techniques. On dit pour les véhicules privés et les petits véhicules, c'est de mardi à samedi. Et quelqu'un va aller perdre son temps toute la journée sans avoir accès à ces visites techniques, alors que lorsque vous êtes en circulation, on vous demande si vous êtes à jour avec la visite technique. Mais si vous allez un jour, 2 jours, 3 jours, alors que vous avez des activités à faire et que vous abandonnez, je vais sacrifier au moins 2 heures de temps, peut-être qu'en moins de 2 heures, je peux établir ma visite technique, et que ce n'est pas fait toute la journée. C'est pas fait. Le lendemain, vous êtes obligé de revenir encore sans que vous soyez satisfait. Peut-être que vous allez passer 2 ou 3 jours pour une seule visite technique. C'est que ça pose problème alors que, comme disent les Anglais, time is money. On ne peut pas perdre du temps comme ça, parce que nous sommes dans un monde d'affaires. Donc il faudrait que le service de transport routier puisse fasse diligence et nous servir promptement. Maintenant, les agents de l'ancienne commune de Lomé qui attendent leur salaire depuis 2 mois, peut-être en attendant le gouverneur du grand district autonome de Lomé. Je ne pense pas qu'il faut attendre d'abord le grand gouverneur du grand district de Lomé pour faire entrer dans leurs droits. Mais les mois peut-être qu'ils ont cités, c'est les mois à partir d'octobre, novembre, décembre et janvier. C'est tellement que ces mois-là, on n'a pas encore fait les élections locales pour que... Si, les élections locales ont été faites. En mai. Il reste... Non, nous avons fait les élections en juin. En juin 2019. Oui. Donc maintenant, le problème, c'est que maintenant, de qui relèvent ces agents techniques, qui va les payer? C'est là que je veux en venir. C'est ça le gros point d'intérêt. C'est là que je veux en venir. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient sous la coupole des présidents des délégations spéciales de octobre, novembre, décembre, jusqu'en janvier, jusqu'au mois de juin, je crois. C'est les délégations spéciales. C'est à partir de 1er et de juin qu'on a fait les locales. Et maintenant, les communes sont en train de se préparer, de s'organiser pour voir dans quelle mesure, s'il y a les moyens, peut-être qu'ils peuvent faire appel, puisque l'État est ce qu'on appelle la continuité. Dans le cadre de la continuité de l'État, ils peuvent, les maires actuels peuvent se charger de régler. Merci. Donc, ces 3 vues constatées qui sont en fait l'écho des coups de gueule des auditeurs citoyens. Maintenant, que chacun, ce qui le concerne, la CET, la DTRF, et je ne sais pas si c'est les maires des différentes communes de Lomé ou bien le ministre de la santé territoriale qui devrait faire en sorte que ces agents fonctionnaires rentrent dans leur salaire, parce que derrière eux, c'est des charges familiales avec les femmes, les enfants. Peut-être qu'il y a également des maîtresses derrière certains agents. Ça doit être difficile. Pour la petite histoire, il y a un maire adjoint qui m'a confié, et je crois il y a quelques semaines, que eux-mêmes ils n'ont pas encore été payés. Donc vous voyez, donc même si les maires eux-mêmes ne sont pas encore payés, imaginez du moins les employés ou ceux qui relèvent directement donc de leur prérogative. Comme on disait au village, vous savez, les anciens prêtres blancs portaient la barbe, et on me disait, si le prêtre est tombé dans le feu, est-ce que vous allez encore demander d'après sa barbe? Voilà. Gadiel Tchonyadji, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Canal FM. Merci. Je vous voyais lever la main comme un garçon de CP1 quand nous parlions des vieux constatés. Oui, c'est par rapport au phénomène des câbles électriques qui pendent un peu partout. C'est pas seulement dans ce lieu dont vous venez de parler, il y a ce phénomène un peu partout. Bon, je crois qu'il y a une idée au niveau de la CET, au niveau de la TDE. Aujourd'hui, les plateformes sont là. La CET peut créer un numéro WhatsApp. Un numéro vert WhatsApp qui sera rendu public et les gens des smartphones aujourd'hui, on prend une photo, et on met l'adresse là-dessus et puis on envoie à la CET. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc il faut être dans le numérique, quoi. Moi, c'est l'idée que je voudrais donner, que ce soit à la CET ou bien à la TDE aussi. Il y a beaucoup de pompes qui sont, ou bien de tuyaux qui sont cassés dans nos localités. Et parfois qui font une semaine. Qui font une semaine, qui font un mois. Et on ne voit pas la TDE venir. Donc, on peut utiliser le WhatsApp. On prend les photos, on met l'adresse dessus et puis on envoie et puis ils vont venir faire l'évaluation. Si la CET, la TDE se mettent à l'ère de l'économie numérique, c'est pour ça que dans le gouvernement, il y a un ministère spécialement dédié à l'économie numérique. Donc beaucoup de proactivité pour les services publics. La CET aujourd'hui, la DTRF, et je ne sais pas, les maires des communes de Lomé ou le ministère de l'Action territoriale pour que nos agents puissent se voir payer leur salaire. Santé, éducation, Gadiel, on dirait que c'est un numéro spécial cancer que votre journal nous sert aujourd'hui. Oui, tout à fait, c'est un numéro spécial cancer à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer qui a été célébrée hier. C'était le jour d'incidence. Et vous y revenez aujourd'hui. Tout le journal Santé Éducation à version cancer. Je commence par la page 3 quand vous écrivez le cancer ou bien les cancers, mieux connaître ces maladies pour les éviter, les prévenir. Et vous nous donnez quelques cancers, notamment le cancer de la prostate, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer du foie, le cancer de l'estomac. On peut continuer à égrener cette litanie. Tout à fait. Vous savez, le cancer, c'est l'une des maladies les plus répandues dans le monde. 18 millions de cas par an dans le monde avec au moins 9 millions de décès par an. Donc, c'est très répandu. Chez nous au Togo, on estime à 3700 cas par an avec 2800 décès par là. Donc, le cancer est là au Togo, le cancer est là dans le monde. Et il faut faire attention, il faut s'informer et puis prendre des mesures préventives et visiter les spécialistes à l'occasion. Alors, très souvent, la question qu'on pose, c'est quoi le cancer? Parce que c'est l'une des maladies qu'on ne comprend pas, on la connaît pas au sein de la population, le cancer. Alors, c'est quoi le cancer? C'est une maladie qui se caractérise par la multiplication incontrôlée des cellules. Vous savez, les cellules, c'est comme les briques avec lesquelles Dieu a fabriqué l'organisme. Est-ce que vous voyez? Donc, si les briques avec lesquelles vous avez fait votre maison, commence par se multiplier d'une manière désordonnée, vous voyez ce que cela va donner. Donc, votre maison ne sera pas ce qu'elle était. Elle va se casser, il n'y aura plus d'espace pour vous pour vivre. Donc, c'est ça un peu ce qui arrive quand les cellules se développent d'une manière incontrôlée, d'une manière folle. Cela détruit l'organe et ces cellules cancéreuses peuvent immigrer dans d'autres parties de l'organisme et c'est ça qui cause des dommages. Et vous y avez consacré l'article à la page 3, un article vraiment écrit comme un cours pour les scolaires. Qu'est-ce que le cancer? La définition d'une cellule. Qu'appelle-t-on cellule cancéreuse? Les différentes formes de cancer. Le cancer, les causes et comportements à risque. Tout ça, c'est à découvrir à la page 3 de Santé Éducation. Maintenant, de cet article général, vous en venez à des spécificités, notamment à la page 4, le cancer du col de l'utérus. Vous nous en présentez les causes, les facteurs à risque et également les mesures préventives. Oui, le cancer, vous savez, il y a plusieurs causes qui conduisent au cancer. Il y a d'abord les prédispositions génétiques.
Il y a des familles dans lesquelles les gènes se transmettent d'une manière héréditaire. Donc, voilà, une maman qui a fait le cancer du sein, par exemple, peut transmettre cela à l'une de ses filles. Donc, ça, c'est les prédispositions génétiques. Mais il y a aussi le mauvais comportement, la consommation excessive de l'alcool. Encore une fois. Voilà, donc le manque d'exercice physique et sportif. Est-ce que vous voyez? Et puis, il y a aussi les bactéries, les virus. D'où ce cancer du col de l'utérus qui est occasionné par un virus qui s'attaque au niveau génital de la femme. Donc, c'est l'un des cancers les plus meurtriers au niveau de l'Afrique et même au Togo, après le cancer du sein, et il y a aussi le cancer du col de l'utérus. On sait que le ministère de la Santé, l'État togolais, a tout un programme pour la lutte contre ce cancer du col de l'utérus. Merci. Le reste du journal porte des recettes culinaires contre le cancer, notamment la prévention. À la page 6, vous nous présentez l'alimentation contre le cancer du sein. À la page 5, les vertus du persil dans la prévention du cancer. Même la tomate peut être efficace contre le cancer de la prostate et du foie. Les feuilles de ce légume ou bien de ce tubercule, la patate douce, les feuilles de patate douce qui peuvent se révéler de super aliments contre le cancer. Bien d'autres articles vraiment aussi intéressants les uns que les autres. Gadiel? Tout à fait, vous savez... L'alimentation, on sait que l'alimentation agit beaucoup sur notre santé. Et en matière de lutte contre le cancer, l'alimentation intervient. Et ces trois aliments que vous venez de citer, le persil, la tomate et les feuilles de patate douce sont sont ces aliments. Ils sont nombreux, mais on a sélectionné les trois meilleurs qui sont très importants pour la prévention du cancer. Vous savez, le persil, il y a des gens qui ne connaissent toujours pas cette herbe-là. C'est grave. Le persil, aujourd'hui, quand on va chez les bonnes femmes qui vendent ce qu'on appelle les laitues salades, au moins sur 5 femmes qui vendent les laitues, les concombres et tout ça, on peut trouver, sur 5 femmes, on peut trouver 2 à 3 qui vendent les persils. Et c'est important, on doit les consommer. Parce que les persils, c'est d'après des études, les persils jouent un rôle important dans la protection des cellules. Donc, les cellules ne peuvent pas se multiplier d'une manière désordonnée. Et le persil agit aussi sur les enzymes, bien les toxines qui agressent les cellules pour créer ce qu'on appelle le cancer. Ça à découvrir dans le journal, tout comme les fibres alimentaires que vous nous recommandez, parce que ces fibres peuvent également protéger contre le cancer. Mais ce que vous nous déconseillez, à répétition, c'est l'excès de tous alcools. De tous alcools, même les boissons sucrées, l'excès de boissons sucrées peut également favoriser le cancer. L'excès de boissons sucrées, oui. Cet excès conduit à quoi? Ça conduit au surpoids, l'obésité. Et le surpoids, l'obésité constitue l'un des facteurs qui peuvent amener quelqu'un vers le cancer. Donc, oui, quand on fuit l'alcool, il ne faut pas aussi exagérer sur les boissons sucrées. Il faut être modéré en tout. Voilà. Merci. Ça, ce n'est qu'un petit avant-goût. Le reste à découvrir dans le journal Santé Éducation qu'on peut acquérir au prix de 500 francs dans les kiosques et en pharmacie. 500 francs seulement. Pour en conversion pour le langage que certains comprennent, c'est le prix d'une bouteille de Ladja ou bien une bouteille de Pils. Tout à fait. Merci Abbas et Sylvestre, même pourquoi pas Gadiel, en entendant un quatrième confrère qui pourrait nous rejoindre. Nous allons ouvrir la page un peu d'histoire. Ça fait 15 ans qu'il nous a quittés. Lui, c'est Étienne Nyasingbe et Adema. Et la moitié des 17 journaux que j'ai reçus aujourd'hui, beaucoup de journaux évoquent ce souvenir. Commençons par La Dépêche, le journal La Dépêche qui lui a consacré au moins 4 à 5 articles. D'abord, je lis 5 février 2005, 5 février 2020, il y a 15 ans, un sage nous quittait, écrit La Dépêche,
qui produit un autre article. Qui est le président Gnassingbé et Eyadema? C'est à trouver dans la dépêche. Togo Matin, pour sa part, met à la manchette: il y a 15 ans, le général Eyadema nous a quittés. Un devoir de mémoire s'impose aux Togolais. Autre journal, c'est la manchette. Sylvestre Béni, vous prenez l'autre côté de cet anniversaire. Vous écrivez: Togo, 5 février 2020. Il y a 15 ans de cela, 2 points, la terreur. Oui, effectivement. Vous savez, il y a un philosophe qui disait, un hispano-américain qui disait que les peuples qui ne réfléchissent pas sur leur passé sont condamnés donc à les revivre. Et si nous sommes revenus en fait sur cet anniversaire aujourd'hui, c'est justement pour éveiller les consciences, c'est justement pour rappeler à nos politiques que nous sommes venus de très loin, et que si les gens ne veulent pas changer donc de méthode, si les gens ne veulent pas changer de stratégie, s'ils ne veulent pas voir autrement les choses et veulent être toujours dans cet éternel retour d'eux-mêmes, je crois que nous risquons encore de connaître des lendemains sombres pour ce pays. Alors nous sommes revenus en fait sur ce schéma-là que nous avions eu ce 5 février 2005, alors que il y avait quand même une belle occasion pour que le Togo puisse véritablement amorcer et du moins sur parcours démocratique. Mais malheureusement, il y a certains qui ont préféré encore rester dans le statu quo. Il y a certains qui ont préféré encore garder par la force et par la violence que nous avions eue. Et à l'époque, nous avons perdu gratuitement, si je dis bien gratuitement, 400 à 500 Togolais, selon donc le rapport de l'ONU. Je me dis que c'est trop. C'est trop pour un petit pays qui veut peut-être amorcer son décollage et démocratique, et que nous avions quand même connu cet événement. Merci. Juste rappeler que le soir, lorsqu'il devrait nous informer officiellement de la disparition de Eyadema Gnassingbé, le Premier ministre de l'époque, Kofi Sama, parlait d'une véritable catastrophe nationale. Et les jours qui ont suivi, notamment l'élection présidentielle d'avril 2005, a été effectivement une véritable catastrophe avec tous ces morts, blessés, réfugiés, frustrés, que nous rappelle la manchette aujourd'hui. J'ai bien aimé la citation, là vous disiez qu'un peuple qui... Un peuple qui ne réfléchit pas assez sur son passé est condamné donc à le revivre. Un peuple qui ne réfléchit pas sur son passé peut être condamné à le revivre. Eh bien, réfléchissons courageusement sur notre passé pour nous mettre à l'abri de certaines erreurs. Liberté aussi aborde le problème avec cet article. 5 février 2005, 5 février 2020, 15 ans d'Eyadema sans Eyadema. Écrit Liberté, donc 5 février 2005, 5 février 2020, 15 ans d'Eyadema sans Eyadema. Et Fraternité également qui écrit d'Eyadema à fort, retour au parti unique. Abachi Saka, quand on considère les articles de Liberté et de Fraternité, c'est un démenti à un certain message que portait Faure Gnassingbé quand il avait accédé au pouvoir en 2005. Il aimait dire à qui voulait l'entendre que lui c'est lui, et moi c'est moi. Faure Gnassingbé se voulait, peut-être qu'il se veut toujours différent de feu son père Gnassingbé Eyadema, mais voilà que deux journaux, Fraternité et Liberté, ne voient que de la similitude entre son père et lui. Oui, effectivement, quand on lit les deux journaux, les titres évocateurs disent que c'est toujours Eyadema qui continue par diriger le pays, puisque selon Liberté, c'est 15 ans d'Eyadema sans Eyadema. Ce qui veut dire que c'est toujours l'homme d'Eyadema qui continue par diriger le pays. Mais en fait, Faure Gnassingbé avait dit dès son arrivée au pouvoir que lui c'est lui, moi c'est moi. Pour dire qu'il y aura une rupture entre ce que faisait le papa et ce que lui est venu faire, c'est totalement différent. Et nous avons vu que dès les premières années,
quand Faure est arrivé au pouvoir, il a commencé par avoir certaines ruptures. Par exemple, il y a les fêtes du 13 janvier qui ont été supprimées, les fêtes du 24 janvier, les fêtes qui étaient en l'honneur du chef de l'État, Faure Gnassingbé, avaient été supprimées. Et le chef d'État Yadema avait été supprimé. Le retour triomphal, tout ça, là, les fêtes qui divisaient. Et on a vu que la fête nationale, la fête de l'indépendance, a été ramenée à sa juste valeur. On a vu la réhabilitation de certaines choses, mais ça continue. Maintenant, même il y a la liberté d'expression qui a été plus avancée qu'au temps de Yadema. Je ne pense pas qu'il y a trop de similitudes avec ce que... en tout cas, chacun a sa vision des faits. Sinon, il y a l'évolution. A sa vision des choses. Alors, Sylvestre Béni, Ali, fraternité, liberté, peut-être d'autres diraient que Yadema et Faure, c'est mêmement même, ou bien c'est du même au même, alors que quand on parcourt quand même les 15 dernières années, Faure a fait ou bien fait l'effort quand même pour se démarquer de feu son père. Il y a les dates symboles, par exemple le 13 janvier qui devient jour anonyme pour les Togolais. Les symboles forts de Yadema sont relégués au passé. Même le rassemblement du peuple togolais dont Yadema était si fier, ce parti a été dissous, et Faure essaie quand même de se démarquer, d'imprimer sa propre marque à la gouvernance de notre pays. Non, je crois que c'est l'impression. C'est l'impression que nous avions. Parce que je me dis que pour certains qui sont aujourd'hui encore dans UNI, ils n'ont jamais concédé que le RPT est dissous. Figurez-vous, l'ancien secrétaire du RPT à l'époque, M. Solitoku, disait qu'il y a fusion-création. Il y a fusion-création. C'est ce qu'il disait. Il avait déclaré lors donc d'une émission sur LCF à l'époque. Il parlait donc de fusion-création. Donc quand on parle de fusion-création, ça veut dire que c'est l'un ou l'autre ou l'un dans l'autre. C'est pourquoi les gens aujourd'hui préfèrent dire RPT uni pour être d'accord de la manière dont les choses se font. C'est vrai, et à l'époque, M. Faure Gnassingbé avait dit lui, c'est lui, moi, c'est moi. Mais aujourd'hui, si on analyse un peu les choses de très près, on a l'impression que lui, c'est lui, quoi. Il y a pas assez donc de démarcation de l'ancienne politique. Il est vrai, on a remarqué que en 2010, il a essayé donc de faire une campagne sans l'emblème donc du RPT à l'époque, l'épi de maïs, c'était juste sa photo. Il prenait une distance, mais après tout, l'impression c'est que franchement, il a été encore repris, il est encore pris en otage par l'ancien système qui était autour de son papa. C'est ceux-là qui sont encore là. Et puis figurez-vous, au lendemain donc des événements douloureux de 2005, je crois, Faure Gnassingbé avait dit à Tapamé, plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Et il a même répété ça en 2009 lors donc de l'installation de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Il disait que jamais plus la politique ne doit faire couler le sang au Togo. Mais aujourd'hui, quand on prend les événements de 2017, on voit qu'il y a véritablement ce qu'il a dit et ce qui se fait dans la réalité. C'est pas ça. Et quand on voit aujourd'hui, lorsque certaines régions aujourd'hui sont sous état de siège, les gens sont contrôlés et tout, comme si ils sont des parias et tout ça. Lorsqu'on voit la manière dont les choses se font, je me dis qu'il y a encore du chemin à faire. Il est vrai, il essaye de faire quelque chose, mais sauf que pris toujours dans les taux de l'ancien système, je crois que il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Et puis j'avais dit ici sur ce plateau que lorsque Barack Obama est venu donc en Afrique au siège donc de l'Union africaine, il disait que en fait ce dirigeant là qui pense être le seul capable donc d'unir sa nation, c'est que ce dirigeant
véritablement plus rien donc à offrir. Et lorsque vous voyez, il dit que c'est ceux qui durent au pouvoir, ils ne font rien que pour durer au pouvoir. Ils n'ont plus véritablement ce génie-là à offrir. Je crois que Faure Gnassingbé, il a fait 15 ans de pouvoir. Et il est intelligent, il a de l'argent, il peut quand même rester à côté, passer le témoin. Mais s'il s'accroche au pouvoir, et veut encore continuer, peut-être jusqu'à X temps, pratiquement, c'est ce que son papa a fait et c'est ce qu'il fait. Merci. Ce n'est pas dans une émission de 60 minutes qu'on va dresser le bilan de 15 ans après Yadema, de 15 ans de gestion de Faure Gnassingbé, mais on peut quand même évoquer cet aspect. Abbas Issaka, en 2005, diplomatiquement, le Togo était au banc de la communauté internationale. Nous étions pratiquement un État paria que beaucoup de pays évitaient. Aujourd'hui, le Togo redore son blason. La coopération est reprise. Le Togo est de nouveau fréquentable. Et puis, Faure Gnassingbé a su quand même négocier et signer un accord avec celui qui était l'ennemi juré de son père. Je fais référence à cet accord de gouvernement, RPT-UFC. Il y a quand même des marges que Faure Gnassingbé s'offre vis-à-vis de la gestion de son père. Mais encore une fois, laissons le soin à tous les Togolais d'écrire ces pages d'histoire. Oui, effectivement, laissons le soin à tous les Togolais d'écrire l'histoire, parce que ceux qui ont vécu vraiment le temps, la période de Yadema, et qui vivent aujourd'hui la période de Faure Gnassingbé doivent savoir que, vont même comprendre qu'il y a un changement. Il y a une évolution par rapport à ce qui était là, sous Yadema, et ce que nous faisons maintenant. Vous croyez qu'au temps de Yadema, on serait là en train de faire des critiques sur cette radio et s'attaquer même aux autorités et sortir tranquillement? Non, on ne s'attaque pas non, je parle comme ça parce que nous relevons justement des critiques pour attirer. Je fais une petite comparaison seulement. Et par rapport, c'est ça même qui a mis notre communauté et notre pays au banc de la communauté internationale, surtout avec ce qui s'est passé au Fréau Jardin devant les ambassades allemands et français qui sont les diplomates allemands et français qui sont venus au Togo. C'était en janvier 92, 93. Après, jusqu'en 2003, ce qui s'est passé, la terreur qui était là, et à comparer à ce que nous vivons aujourd'hui, je pense qu'il y a évolution. Parce que, alors, lorsqu'il est arrivé, Faure Gnassingbé a fait tout. C'est pour ça que dès son arrivée, il avait fait tout pour que la coopération soit reprise entre le Togo et toutes les autres. Puisque pendant des années, le Togo a été coupé de la communauté internationale. On s'est débrouillé. Et beaucoup même, au temps d'Yadema, avaient profité de cette coupure de coopération internationale parce qu'ils voulaient que ça soit ainsi, puisque pour que ça leur profite. Aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer parce que quand on prend même sur le plan économique, les réformes qui sont en train d'être faites également pour permettre aux gens de créer leurs propres entreprises, je pense qu'il y a une évolution. Beaucoup de choses ont été faites, mais il faut demander à ce que ça s'améliore, puisque nul n'est parfait sur cette terre. Et je crois que Faure Gnassingbé fait ce qu'il peut, mais seulement il faut qu'il puisse quitter de l'emprise de ceux-là qui l'entourent, de son entourage, qui lui mettent les bâtons dans les roues. Parce que quand on le voit, on a l'impression qu'il a la volonté de faire quelque chose, mais que quelque part, il y a un obstacle. Des gens sont en train de le bloquer pour faire ce qu'il veut faire. Donc, le maire fait de telle sorte de sortir de cette emprise et imprimer la marque qu'il veut à ce pays. Merci encore une fois. Chaque Togolais, en son âme et conscience, peut dresser le bilan de 15 ans du Togo sans Yadema et sous Faure Gnassingbé, les avancées, les défis qui restent à relever. Ça me vient en mémoire, le livre tout nouvellement coécrit par notre confrère Jean-Paul Agbo et son ami camerounais qui porte Togo, une démocratie en construction. À quelle étape nous sommes pour ce chantier de construction? Chacun y répondra également. Et pour finir, sûrement que aujourd'hui, en mémoire, à l'occasion du 5 février, il y aura une cérémonie officielle ou familiale avec dépôt de gerbes au mausolée de Gnassingbé Yadema à Pia. Donc, beaucoup de courage
à la famille Nyasingbe, aux familles parentes et alliées. C'est notre façon également de leur témoigner notre solidarité citoyenne et nationale. Oui. Sylvestre Béni? Oui, donc je crois que même on peut pas souhaiter la mort à son pire ennemi. Donc il demeure président de la République togolaise et bon, il fut président de la République togolaise, il demeurera donc dans l'histoire du pays. Mais je voulais juste marquer un mot lorsqu'on parle donc de démocratie. Si le Togo est une démocratie, moi je dirais non. Je dirais non, parce que si on ouvre le chapitre là, on n'a pas la je vais juste vous donner un chiffre qui est sorti ce mois, même le 23 janvier 2019. À l'époque, on tassait le régime des Adema d'un régime dictatorial, et en 2019, le 23 janvier 2019, il y a un rapport qui est sorti sur le Togo, et le rapport donc de Economist et Intelligence Units qui a sorti un rapport sur le Togo, et sur 67 pays enquêtés, le Togo est 126e rang mondial et classé parmi les régimes autoritaires. Donc ça veut dire que de 2005, si on part de 2005 et on vient en 2019, si le Togo est encore classé parmi les régimes autoritaires, donc ça veut dire que en fait lui c'est le débat reste ouvert. Je me rappelle toujours ce premier chapitre de cours de philosophie. Philosopher, c'est se mettre en route. Faire la démocratie, c'est également se mettre en route. Et comme on emprunte la formule célèbre à nos amis les corps habillés, nous sommes en allant. Maintenant, à quel niveau on est? Où est-ce qu'on va arriver? Chacun va y répondre. Mais il y a une étape quand même dans ce parcours. Ce sera le 22 février prochain, quand nous serons conviés aux urnes pour choisir la personne qui va présider à notre destinée nationale jusqu'en 2025. Et nous sommes à la veille de l'ouverture officielle de la campagne électorale. Et naturellement, beaucoup de journaux reviennent là-dessus, ou bien nous le rappellent. Le libéral qui écrit la page 2, que la campagne électorale pour l'élection présidentielle s'ouvre le 6 février prochain, c'est-à-dire demain. Et à la page 3, toujours le libéral qui écrit, présidentielle 2020, ouverture de la campagne électorale demain. Les 7 candidats auront 2 semaines pour nous convaincre. Ils cherchent déjà à nous convaincre sur les ondes de RFI. Demain, nous les suivrons également sur les médias nationaux. Ici, autre journal, c'est Dunia Le Monde qui met à sa manchette présidentielle du 22 février les 7 candidats sur le terrain pour convaincre dès demain jeudi. Autre journal encore, La Dépêche, à la page 7, La Dépêche fait cet article neutre que le meilleur gagne. Même si La Dépêche trouve que nous sommes dans un scrutin militarisé. Donc que le meilleur gagne dans ce que La Dépêche appelle le scrutin militarisé. Et Golf Info, pour sa part, se demande si le scrutin présidentiel du 22 février est déjà verrouillé. Autre journal encore, c'est la manchette. Sylvestre, vous avez approché quelqu'un qui n'a pas sa plume dans la poche, ou bien qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est le professeur Togoata Apedo Ama qui vous a accordé une interview où il dit on ne chasse pas une dictature militaire avec des bulletins de vote. Pour dire que pour Apedo Ama, nous sommes dans ce que vous disiez. Pour Apedo Ama, le Togo reste et demeure une démocratie, plutôt une dictature militaire. Oui, pour Apedo Ama, je crois que l'homme est très connu pour son franc-parler. Hein. Donc, il dit que donc nous sommes dans une dictature militaire, et pour chasser une dictature militaire, ce n'est pas avec des bulletins de vote. Et puis, concernant l'opposition, il dit que cette opposition, c'est une opposition de merde. Bon, ce sont ces termes, que ce sont des gens qui ne veulent pas le changement, mais qui font quand même du business et qui sont juste là pour accompagner donc le dictateur à dérouler donc son programme. Et puis il dit que l'on doit donc circuler parce qu'il y a rien à voir, que ce serait que le régime et la dictature, selon ces termes, il dit que la dictature va encore proclamer ses résultats et frauduleux et fantaisistes. Donc et puis ceux qui
ne sont pas d'accord, peut-être certains chercheront donc à aller à la soupe, à la mangeoire, et puis bon, c'est fini, et puis on va recommencer. Ce sera l'éternel retour du même. Donc, ils pensent qu'il faut d'autres, il faut d'autres stratégies, pour que la tenance soit une réalité. Parce que lui dit, pour le 22 février, en réalité, il faudrait pas qu'on espère quelque chose de différent. Ce serait toujours ce serait du déjà vu, en somme. Donc voilà, ce qu'il dit et que nous rapportons brièvement. En fait, le journal sur le marché, les gens Merci Togoata. Ceux qui le connaissent sa plume et connaissent son style. Le scrutin présidentiel du 22 février, est-ce que c'est déjà verrouillé? Je ne sais pas, mais par contre, ce que je sais, c'est que il y a une certaine communication autour de la CENI qui informe régulièrement sur chaque étape abordée la HAC. En fait, de même, il y a des rencontres, notamment ce comité de suivi qui se tient au ministère de la Santé territoriale, qui se tient assez régulièrement. Certains partis n'y vont pas pour des raisons que nous connaissons puisque nous en parlons ici abondamment. Abbas, il y a toujours des gens qui continuent à émettre des critiques sur la CENI, sur la Cour constitutionnelle. C'est ce que Jean-Pierre Fabre disait ce matin. Mais Jean-Pierre Fabre est toujours candidat à cette élection. Et nous en parlons aussi. Et l'autre côté sécuritaire aussi, c'est la FOSEP que le gouvernement a créée par décret, je crois que c'était en novembre. Et c'est cette FOSEP-là que le ministre de la Sécurité, Yak Dameham, a présenté hier aux parties prenantes. Et que les journaux rappellent le messager qui écrit FOSEP 2020, 10 000 agents mobilisés. Et votre journal, Le Manian Libéré, vous écrivez les missions assignées aux 10 000 gendarmes et policiers mobilisés pour cette élection présidentielle. Alors, rappelez-nous ces missions assignées à ces 10 000 gendarmes et policiers. Mais ces missions, on les connaît déjà parce que quand la FOSEP est mise en place, FOSE même, c'était autant des élections législatives. FOSEL pour les législatives. FOSE, et puis aujourd'hui FOSEP, ils sont là pour sécuriser la sécurisation du scrutin. Les campagnes électorales vont se commencer demain. Donc, la FOSEP sera à tous les coins de route, derrière tous les candidats, aux côtés de tous les candidats pour surveiller comment les campagnes se passent. Parce que la FOSEL a pour mission de faire de sorte que tout se déroule dans la paix et dans la sécurité. Que tout se déroule sans violence. Et chacun, lorsque les campagnes finissent, chacun puisse retourner chez lui et le lendemain reprendre sa campagne. Donc la FOSEL est formée complètement pour sécuriser le processus électoral depuis la campagne électorale jusqu'au vote, le jour du scrutin où les gens vont voter pour empêcher ceux-là qui vont aller dire, empêcher d'autres encore d'aller rentrer dans les urnes pour voter. Parce que hier, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité a encore rappelé ces dispositions qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un qui va pour s'acquitter de ses droits, de son devoir civique. Donc tous ceux-là qui tenteront d'empêcher quelqu'un qui va pour s'acquitter de son droit, de son devoir civique, c'est qu'il enfreint à la loi et il va tomber sous le droit. Merci. Donc cette FOSEP composée de gendarmes et policiers qui vont assurer la sécurité physique des candidats et de leur entourage, assurer la sécurité de toutes les manifestations, meetings, ce qu'on fait, les caravanes, toutes activités électorales. Et la FOSEP va faire en sorte que tous les candidats ou leurs représentants puissent avoir accès libre à toutes les portions du territoire. Mais à côté, il y a ce que la dépêche écrit, scrutin militarisé. Et ce que vous avez rappelé encore, Sylvestre Béni, qu'il y a encore certains endroits qui demeurent un peu sous loi un peu militaire. Alors malheureusement, par le temps, la rencontre là se tenait hier dans la matinée. Moi j'étais ici à l'émission. Je ne sais pas si Sylvestre Béni, je ne sais pas si vous étiez à la rencontre pour demander qu'est-ce que le ministre Yak nous a dit sur ces plaintes de certaines parties du territoire que des militaires leur imposeraient leurs droits en cette période électorale.
Non, je n'y étais pas, sinon ce serait quand même la première question que je devais quand même poser. Mais je crois qu'il y a certaines régions qui sont souvent réfractaires et à l'opposition. Si je parle donc de la ville de Kara, parfois il y a le colonel qui est là, qui se ferme. Le colonel ou bien le préfet? Bon, c'est le préfet colonel, c'est la même chose, qui est là et qui parfois donc se ferme. Je crois qu'il y a le professeur Oulu qui devait faire des activités. Et là, il y a quelques semaines, mais que cela n'a pas pu être tenu. Mais vous voyez, donc ces gens je sais, bon, peut-être que d'ici là, et comme nous sommes en campagne, peut-être que les choses vont véritablement bouger. Maintenant, pour les villes assiégées, je me demande comment est-ce que parce que vous savez, le ministre de Yak, c'est lui dirige, donc il est le patron donc du ministère de la Sécurité, de la Protection civile. Il n'est pas donc du côté de la défense. Maintenant, si c'est les militaires interdits la zone, et peut-être à l'opposition ou prétestant que c'est les autres qu'ils ont reçus d'en haut, mais dans ce cas, bon, comment cela se ferait? Mais bon, on verra parce que je crois qu'il y a Jean-Pierre Fabre qui a annoncé pour Kara et bon, plus tard pour Tchamba. Donc on verra peut-être dans ces villes-là, surtout au niveau de la région centrale où il y a plus donc de présence militaire que de gendarmes et de police. Mais on verra, comme nous sommes en campagne, peut-être que ceux-là aussi vont recevoir des consignes, ne serait-ce que pour favoriser cette libre circulation des candidats et leurs militants, pour que les choses puissent quand même se passer très bien, parce que ça doit également commencer par là. Si déjà certaines parties du pays sont refusées à l'opposition, vous verrez que ce serait peut-être les indices de ce qui va se passer plus tard. Donc on veut véritablement que les choses se passent dans les normes. Il faudrait aussi qu'au niveau de la CENI, qu'on soit beaucoup plus regardant pour que la campagne, les 2 semaines de campagne se passent très bien, et c'est ce qui va peut-être déteindre sur du moins sur le processus en soi le 22 février. Merci. Donc dans quelques heures, demain déjà à partir de 0h, la campagne va s'ouvrir. Et on verra chacun des candidats ou leur porte-parole sur le terrain, notamment leurs messages qui vont passer sur les médias publics et que nous allons relayer abondamment, bien sûr avec des critiques, parce que c'est le propre de notre travail de journaliste aussi. Mais le magazine Sika paru aujourd'hui écrit « Élection juste et équitable dans le pays le plus bizarre du monde ». C'est Sika qui dit ça. Élection juste et équitable dans le pays le plus bizarre du monde. On a parlé du côté de la sécurité, on a parlé de l'accès libre de tous les candidats et de leurs représentants dans toutes les parties du Togo, mais le côté également équitable et transparent de la chose. Hier, ce matin, quand il était sur RFI, Jean-Pierre Fabre est revenu sur ce problème-là, savoir la proclamation des résultats. Bureau de vote, pas bureau de vote. C'est la même exigence également du candidat Agboyome Kodjo sur la même radio et dans leur correspondance. Bon, maintenant, j'ai dit tantôt que la CENI communique abondamment à temps réel sur ses activités. Maintenant, ce côté de transmission des résultats de leur compilation au niveau des CELI et de leur transmission à la CENI ici pour proclamation. Je ne sais pas la méthode que la CENI va adopter, mais à Abbas Issaka, il faut que la CENI sache que les Togolais, pas seulement les candidats, que tous les Togolais, nous serons attentifs du côté de la transparence dans la proclamation des résultats. Oui, effectivement, tous les Togolais sont attentifs, surtout dans la transparence de ces résultats. Parce que par rapport à la proclamation bureau de vote par bureau de vote, je crois que la CENI s'en tient au code électoral. Puisque il y a des dispositions du code électoral. Si le code électoral dit de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, elle sera obligée de le faire. Mais du moment où le code électoral ne le dit pas, on ne peut pas violer le code, puisque la CENI travaille sur la base du code électoral. Et à ce niveau-là, ce que le code électoral prévoit, c'est la compilation des résultats au niveau des CELI qui les transmettent à la CENI. Et la CENI
tel que c'est compilé, la CENI les promulgue sans toucher à rien. C'est-à-dire c'est la Cour constitutionnelle. Une seconde. Donc, la compilation des résultats va se faire. La transmission des résultats va se faire des bureaux de vote au CELI. C'est là qu'il y aura une première compilation. Ensuite, transmission à la CENI, qui va centraliser. Qui centralise et qui proclame les résultats provisoires. Selon le code électoral. Et après, elle ne touche même pas les incorrections, même s'il y a une correction à faire, elle ne peut pas toucher. Elle retransmet tout à la Cour constitutionnelle. Et c'est au niveau de la Cour constitutionnelle qu'il faut voir qu'il y a erreur ici, il y a erreur par là. Et si un candidat a des griefs, elle fait la requête pour demander qu'il y a greffe. Avec des justificatifs. Tout se fait, les dernières touches se font à la Cour constitutionnelle. Le reste, au niveau des CELI, au niveau des séries, de la CENI, il n'y a pas de souci. Ce que les CELI transmettent à la Cour, à la CENI, c'est ce qu'elle publie. En résultat provisoire. Et à ce niveau-là, donc, il y a, ces derniers temps, même la Cour constitutionnelle a beaucoup formé sur les voies de recours, les modalités de recours. Maintenant, quand la CENI aura transmis les résultats provisoires à la Cour constitutionnelle, et c'est à ce niveau-là que les candidats pourraient éventuellement introduire leur recours. Alors cela passera par deux conditions. Il va falloir que les candidats puissent disposer de suffisamment de preuves sur la base des procès-verbaux de chaque bureau de vote au besoin. Ça, c'est d'un. Et si les candidats rassemblent leurs éléments, il va falloir également que la sécurité publique n'aille pas les déranger. Il faudra pas qu'on apprenne que le quartier général de candidats a été pris d'assaut et saccagé. Oui, je crois que bon, tel que vous le dites, je sais que vous vous rappelez de ce qui s'est passé en 2010. Je ne me rappelle rien. Ah bon, d'accord. Ok. Si vous voulez, moi, je me rappelle de ce qui s'est passé en 2010, au moment où c'était l'UFC à l'époque, le Jean-Pierre Favre étant candidat. Donc, ils se sont retrouvés dans leur QG au niveau donc de Tocon-César pour faire la compilation des résultats. Et puis, on a envoyé les forces armées ramasser tout le matériel informatique et tout. Donc, il faudrait pas que les choses se passent ainsi, qu'on laisse les candidats dans leur QG faire également, parce qu'ils auront également les procès-verbaux. Ils doivent faire, parce qu'il y a déjà un candidat à la personne de Agbeyo, mais qui disait que eux, ils ont même pris attache avec des experts dans les pays voisins du Togo, et déjà à minuit, eux, ils auront donc leurs résultats. Pas le bien des procès-verbaux et tout ça qu'ils ont eu. Donc, on verra. Donc, il faudrait quand même qu'on laisse les gens, et faire également leur compilation, qu'ils aient suffisamment de preuves, comme ça ils peuvent faire les recours. Maintenant, je voulais peut-être revenir rapidement sur le résultat bureau de vote par bureau de vote. Vous savez, nous sommes en politique. Il est vrai qu'il y a des tests, mais il y a également, s'il y a une volonté politique, on peut peut-être unanimement, les candidats peuvent, s'ils sont d'accord, ils peuvent peut-être décider que on proclame les résultats bureau de vote par bureau de vote. Bon, à qui cela gênerait? Si du moins la chose n'aura pas peut-être une emprise négative sur le processus, bon, bon, moi je ne vois pas si c'est possible. Pourquoi pas? Peut-être que ça peut rassurer les populations, comme ça au moins déjà au niveau donc de chaque CELI, les populations, parce que également les tests disent que lors donc du dépouillement, le votant ou chaque Togolais peut assister quand même au dépouillement dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote. Donc il faudrait, et là précise que tout le monde peut être là. Ça se fait, et les portes et fenêtres ouvertes. Donc les gens peuvent assister quand même au dépouillement. Donc si déjà on peut le faire, que les gens savent que oui, ici c'est telle personne qui a gagné, ils peuvent également noter. Peut-être que ne serait-ce pour leur gouvernement. Maintenant, si après au niveau de la transmission des résultats de la CELI, au niveau donc de la CENI, on sait que c'est pendant ce parcours-là que beaucoup de choses également se passent, parce que les gens disent que lors donc de la transmission, au niveau on change les procès-verbaux et tout ça, il y a ces genres de griffes que l'opposition également souvent porte. Donc, si au niveau de la population ou au niveau des délégués, on a déjà vu ce qui s'est passé dans les bureaux de vote et qu'on a déjà les résultats, on peut déjà, au niveau de la, ils peuvent également avoir des éléments de recours. Donc, il y a tellement donc de... déjà midi, nous allons devoir nous ouvrir sur les auditeurs, mais juste terminer par ce rappel que c'est demain, demain à 0h déjà, la campagne électorale va commencer.
on verra les prestations des uns des autres. Mais le confrère Fraternité revient un peu sur cet article de Fraternité que je trouve d'un certain intérêt, qui écrit « Inauguration, pose de première pierre, recrutement du social aux visées politiques ». Fraternité écrit que depuis quelques jours, le chef de l'État, le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement se sont lancés dans un vaste programme d'inauguration et de lancement d'infrastructures tous azimuts. C'est du social, alors que Fraternité voit du politiquement habillé sous le social. C'est vrai. Je voulais un peu revenir par rapport alors rapidement, il y a votre bureau de vote, pas bureau de vote, parce que on dit la démocratie, c'est la dictature de la loi. Donc, on ne peut pas dire que ce qui n'est pas prévu par la loi soit pratiqué. Si les gens peuvent mettre des gens, tous les candidats peuvent même quadriller les bureaux de vote, faire de telle sorte que à la sortie des bureaux de vote, chacun a son procès verbal. Ça peut arranger quelque chose. Là, les gens peuvent dire que voilà ce que nous avons vu, voilà ce que les résultats, les procès verbaux, c'est ça. Mais demander de faire ce que la loi ne prévoit pas, je pense que... Merci. Donc, nous avons évoqué deux choses. Il va falloir que les candidats disposent de toutes les preuves. Et encore que la force publique laisse chaque candidat travailler librement à son état-major. Parce que l'information est tombée hier au Malawi. La Cour constitutionnelle a annulé une élection qui a été organisée depuis le mois de mai 2019. Et la Cour constitutionnelle en est arrivée là sur la base des preuves que les candidats de l'opposition ont pu lui fournir. Donc, c'est un peu... on entend souvent les gens contester les résultats, mais il va falloir que les contestataires puissent fournir à la Cour constitutionnelle des preuves irréfutables. Et on verra comment la Cour présidée par Abdou Assouma va se comporter le cas échéant. Il est 12h. Nous vous attendons juste le temps que nous soufflions un peu avec ce clin d'œil à nos partenaires. 93.5 Canal FM. Vous nous excusez, nous avons pris quelques minutes, mais à culpa, maintenant la parole est à vous sur l'un ou l'autre sujet évoqué aujourd'hui. Premier auditeur en ligne, Monsieur Bawa, bonjour. Bonjour, M. Charles. Oui. Je salue tous ceux qui sont là-bas. Nous vous saluons aussi. Oui, juste pour rebondir sur votre sujet politique là. Lequel? Et concernant le temps d'enlèvement en venant vers le temps d'effort. Oui. Et j'ai entendu Abbas parler tout comme, excusez-moi, s'il n'est pas au Togo. Et M. Sartre, oui. Il faut aller dans les lieux reculés, c'est-à-dire dans les cantons, dans les préfectures que moi je vis chaque jour là. Oui. Il faut comprendre que rien n'a changé au Togo. Je vous dis qu'il faut appartenir à unir dans certains cantons et préfectures pour circuler librement. Si vous voulez, je peux vous donner les noms des cantons. Oui, allez-y, M. Bawa. Oui, les noms des cantons, vous estimez que les gens ne circuleraient pas librement? Par exemple, chez moi, je suis de Tchamba, chez moi, Tchamba. Je vous assure que c'est des choses qu'on n'annonce pas chaque jour. Même moi, je suis allé, j'ai vécu ça moi-même à 21h. On me prend, on me demande si je suis du NIR. Si je ne suis pas du NIR, je ne peux plus sortir à 21h. Vous parlez bien de Tchamba? Oui, oui. Uh-huh. Et c'est une équipe formée en ville qui sont la même personne de dénonce. C'est parti. Je suis venu à Lavagnon, c'est-à-dire vers Montagne et autres là. Oui. Pareil, monsieur Sass. Je suis né à Badou, j'ai grandi à Badou. C'est la même chose là-bas. Ça, c'est parti. Dans quel pays encore, on frappe encore les gens comme au Togo? Je suis à Zongo, chaque nuit, on nous frappe dans le quartier. Pas plus que dans un mois, nous étions assis en train de causer. Les soldats passent. Ils disent que pourquoi ils passent, nous, on les regarde pas si. Ils sont descendus, ils ont frappé correctement. Ça, bon, je ne sais pas de quel changement Abbas veut nous parler là-bas. Personne ne souhaite le malheur, mais le pays n'a pas changé, monsieur Sass. Merci, monsieur Bawa, et j'espère que les éléments de la FOSEP suivent cette émission et écoutent le témoignage de monsieur Bawa, et pourquoi pas le ministère de la Sécurité. Si ce que monsieur Bawa dit est vrai, il va falloir qu'on prenne les dispositions, surtout que nous allons entrer en campagne ouverte. Sylvestre Béni. Oui, c'est normal, parce que il faut reconnaître qu'il y a aussi certains soldats qui font trop de zèle. Ils font trop de zèle, ça il faut le reconnaître. Il y a des gens qui
ne sont pas investis de cette mission, mais bon, qui parfois de fait donc de leur coloration dire font. Merci beaucoup, Pelé en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui. Je voudrais parler du 5 février là. Oui. L'anniversaire de la mort de M. Eyadema. Oui. Ouais, Monsieur Sass, vous connaissez l'anniversaire d'un ancien président de sa mort, comme Nicolas Gruniski, Cléber Dadjo. Oui, si vous suivez bien le club La Presse, nous vous rappelons les dates d'anniversaire des morts de Sylvanus Olympio, de Cléber Dadjo et de Nicolas Gruniski. Ouais, est-ce que vous le voyez à la télévision comme on le fait actuellement? Est-ce que c'est normal que c'est le seul président Gnassingbé de faire ça et les autres? C'est là où se trouve le paradoxe. Quand on est dans une république et que c'est une seule famille qui prend le monopole, c'est là où le bas blesse. Vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas être dans une république et qu'on va nous dire que c'est la seule famille qui a le monopole et le président qui est mort, on est en train de célébrer sa mort. D'accord, on est d'accord. Et les autres? Mais il a fait l'accident le 24 janvier 1974. Où est le problème là-bas? Mais il a donné un retour le 2 février 1974. Où est le problème encore? Voilà. Nous ne pouvons pas, le peuple togolais ne peut pas supporter ça. C'est là où il faut que le président prenne ses responsabilités de comprendre que nous ne sommes plus dans la monarchie. Si on l'avait avant, non. Le temps est sonné, il faut que nous sommes au 21e siècle. Il faut que le président nous respecte son peuple. Merci. Je vous en prie, Pelé, comme diraient les Anglais, no comment. À moins que Abajisaka, no comment. Beaucoup. Merci beaucoup. Vivement le prochain auditeur. Je rappelle que nous avons rappelé le 5 février, mais on a parlé également de la FOSEP, de l'ouverture de la campagne électorale et de ces questions également de proximité qui devraient nous intéresser. Monsieur Thomas, bonjour. Oui, bonjour, ça. Oui. Et bonjour, le plateau. Oui. Tout à l'heure, dans votre introduction, je vais venir à faire un rapprochement sur la gestion du pays par le père et le fils. Pardon? Monsieur Sylvestre venir à faire un petit rapprochement dans votre introduction pour commencer l'émission. Oui. Monsieur Paul Gnassingbé, en arrivant au pouvoir, a fait 15 ans, et il a fait faire des routes dans la ville de Lomé, dans les banlieues. Nous ne comprenons pas pourquoi les quartiers de Baie soient abandonnés ou marginalisés, à savoir la voie à Blogame, à Aliko et autres. Alors que c'est dans ces quartiers que se trouve l'hôtel Sarakawa, l'éco-banque, le port autonome de Lomé et la cité du port. Je voudrais demander à Sylvestre Denis, est-ce que Paul Gnassingbé, s'il a été réélu, est-ce qu'il peut entamer les travaux d'assainissement de ces quartiers une fois au pouvoir? Merci. Bien Sylvestre Béni. Thomas nous fait le témoignage que certains endroits du territoire, notamment les quartiers de Baie, sont oubliés dans les travaux d'infrastructure par Paul Gnassingbé. S'il était réélu, est-ce qu'il va regarder ces endroits-là d'un autre œil? Bon, je suis pas le conseiller de monsieur Paul Gnassingbé, mais en fait je crois que nos dirigeants sont à l'écoute. S'ils sont réélus, il faudrait quand même disons que nos comments aussi, comme Paul Gnassingbé ou ses partisans sur cette émission, ils verront comment se comporter de façon plus inclusive à l'endroit de tous les Togolais. Abonné, bonjour. Oui, monsieur Charles, bonjour. Oui. Il y a deux interventions. Allez-y. La première, c'est sur la santé. Et j'aimerais convier vivement nos pharmaciens, nos laboratoires, plus les docteurs, à prendre en compte la révélation sur le persil que la presse de Gadiel vient de faire. On a beau temps, pendant longtemps, négliger nos ressources naturelles et que voilà, c'est ce que les Européens viennent piller ici et ils transforment ça pour nous vendre encore très cher. Le second point? Oui, le second point, c'est sur l'avis du professeur. Apedouama. Apedouama. Ok. Moi aussi, je suis convaincu qu'on ne chasse pas une dictature par les urnes. Et vous proposez quoi en retour?
je propose qu'on ait une preuve pour pouvoir chasser une dictature, puisque la dictature a obligé les Togolais à aller dans les urnes. Donc il faut d'avoir voté massivement, avoir les preuves, et si la dictature ne veut pas quitter, là, ce qu'il propose, la dictature même saura. Merci. Mais quand la dictature oblige à faire quelque chose, vous refusez, il vous martyrise et vous traitez comme, tu connais dans la France comment on attache les trucs de Gangovi là. C'est trimballe comme ça. Eh bien, je ne sais pas, le Togo, toujours dictature militaire ou bien Togo, démocratie en construction. Ce que je sais, c'est que le Togo se veut un état de droit et comme Abbas Issaka l'a rappelé, il y a des lois qui régissent la vie nationale et si nous nous voulons citoyens démocrates, toutes nos actions doivent s'inscrire dans le cadre légal. L'auditeur suivant, Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Je voudrais poser une question à monsieur Abbas. Oui. Lorsqu'on demande la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote, monsieur Abbas nous fait montrer que est-ce que la loi prévu ça? Donc la loi n'a pas prévu, donc on ne peut pas procéder comme ça. Je voudrais demander, est-ce que la loi a prévu qu'à la fin des élections, on aille chercher les gens dans leur QG, prendre leur bureau et leurs procès-verbaux? Est-ce que la loi a prévu que l'armée entre en jeu au cours des élections? Et pour terminer, je voudrais poser une question à monsieur, celui de fraternité. Non, c'est plutôt la manchette. Sylvestre Béni, c'est ça? Oui, Sylvestre Béni. Oui. Lorsque vous avez fait l'entretien au professeur Apedouama, qu'est-ce que le professeur propose qu'on fasse? Comme on ne veut pas qu'on aille aux élections, il n'a qu'à proposer, il n'a qu'à dire ce qu'on doit faire concrètement. Merci. Eh bien, Abbas Issaka, vous avez écouté la question de l'ami Kokou. Ouais, j'ai dit ici que ce que la loi n'a pas prévu, on ne peut pas faire ça. La démocratie, c'est la dictature de la loi. Bureau de vote, pas bureau de vote, il faudrait que les candidats puissent avoir leurs éléments, leurs membres dans tous les bureaux de vote pour avoir des preuves pour contester les résultats. Lorsque la CENI va contester, va proclamer les résultats provisoires, la Cour constitutionnelle va le faire. Et à partir des requêtes, si un parti politique, un candidat n'est pas d'accord avec les résultats définitifs, il peut envoyer une requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Il dit les militaires, est-ce que les militaires sont la loi a prévu que les militaires entrent dans les bureaux de vote? Je ne sais pas où il a vu. Lui-même, il connaît la réponse à sa question. Sinon, la FOSEP est là. La FOSEP a été mise en place pour suivre le scrutin, le processus du scrutin. Donc, s'il y a un problème, c'est au niveau de la FOSEP qu'on peut poser. À ce propos, je voudrais rappeler cette pensée de Jean-Paul Sartre qui dit « La liberté, ce n'est pas de pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais de vouloir ce que l'on peut. » Je reprends encore. La liberté, ce n'est pas de pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais de vouloir ce qu'on peut. Et encore une fois, dans le Togo, état de droit. Sylvestre Béni, votre question, la question qui vous est adressée? Non, je crois que pour le professeur Apedouama, vous savez, il y a un ancien président gabonais, l'ancien président gabonais qui disait qu'on n'organise pas les élections pour les perdre. Bon, pour lui, donc, étant dans une dictature, il peut pas organiser des élections et les perdre. Donc, il faut les contraindre. Il faut les contraindre donc à accepter l'alternance. Et le professeur Apedouama, c'est quelqu'un qui a partagé, du moins c'est la logique de la rue, donc la logique de la rue qu'on a vu dans certains pays pour contraindre donc le dictateur à prendre le large. Donc voilà. Encore, si notre ami lit intégralement l'interview de Apedouama, il pourrait trouver réponse à sa préoccupation. L'ami Kwadenu, bonjour. Bonjour monsieur Sata. Oui. Ça va bien, j'espère. Ah oui, comme vous nous écoutez, nous rendons grâce à Dieu. D'accord. J'ai une seule question à poser à vos confrères ce matin. Entre Sylvanus Olympio et M. Gnassingbé Eyadema, qui est vraiment le père de la nation? Merci beaucoup. Bonne fin de Je vous en prie, Abbas Issaka, Sylvestre Béni, qui est le père de la nation togolaise entre Olympio Sylvanus et Eyadema Gnassingbé. Est-ce que nous avons même une nation? Voilà. Nous n'avons pas une nation. Ok, c'est votre réponse. Et vous, Abbas Issaka? En fait, c'est comme Sylvestre le dit. Bon, pour le moment, on est dans un État, on n'a pas une nation, mais seulement au niveau des politiques, on a dit
Sylvanus Olympio est le père de l'indépendance. Aujourd'hui, certains appellent Gnassingbé Eyadema père de la nation. Donc on s'arrête là. On s'arrête là. Mais si vous voulez, Sylvanus Olympio est le père de l'indépendance et le père de la nation entre griffes. Parce que j'ai dit le père de la nation entre griffes. Parce que bon, il y a des marques. Merci beaucoup, l'ami Zoukenine, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ah, comme vous nous suivez. Bon, d'accord, je dis bonjour à tout le monde. Merci. Et encore un bonjour à Sylvestre Denis, je sais de quoi je parle, voilà. Donc, tout simplement pour donner une certaine opinion en ce qui concerne certaines personnes qui ont l'habitude de donner des invectives sur les candidats de l'opposition, comme quoi ces gens n'ont pas d'expérience. Je voudrais leur demander de créer un pays où les gens iront se former comme président de la République pour venir dans le pays faire des élections. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, c'est quoi? Vous savez, c'est un vieux débat. Même, on lance un concours, on dit 5 ans, 10 ans d'expérience. Où est-ce qu'on va commencer pour avoir l'expérience? Et aujourd'hui, on entend ce discours également dans les rangs d'Unis. Des gens mettent devant l'expérience de Faure Gnassingbé. Or, en 2005, quelle expérience Faure Gnassingbé avait quand il arrivait au pouvoir? On apprend toujours quand on est à l'heure. Et également, ce vieux constaté, une dame qui nous dit que actuellement, beaucoup de bureaux sont vides et beaucoup de fonctionnaires, d'agents de l'État sont soit en campagne ou bien à Pia pour la mémoire des 15 ans de la disparition de Eyadema Gnassingbé. C'est le vieux constaté que nous ajoutons à la palette aujourd'hui. Patrick, bonjour. Bonjour. Oui. Je salue tous vos confrères. Nous vous saluons aussi. Je vous salue également. Moi, c'est une question que je vous pose à vous personnellement. À moi? Oui. Ok, allez-y. Au sujet, c'est une question que je vous avais posée par rapport à la CET. À la CET. Oui. Alors, la CET avait commencé par exécuter un projet de démantèlement. Éloignez un peu vous de... Il y a un peu trop d'écho dans votre intervention. Ok, je parlais du projet de démantèlement des toiles d'araignée. Oui. Un projet comme ça a été commencé dans le quartier. Maintenant, je vous perds carrément. Oui. Bon, là, si j'ai bien compris, c'est le projet de démantèlement des toiles araignées. C'est vrai, vous rappelez, Sylvestre Béni, que la CET avait lancé des projets pour le démantèlement. Et nous avons relayé cela et l'ami voudrait savoir où est-ce que la CET en est pour le démantèlement des toiles d'araignée. Bon, pour l'instant, on n'a plus d'informations. Il est vrai, j'avais suivi plusieurs fois l'équipe de la CET dans les zones reculées, à Sanguera, tout ça, où ils ont quand même œuvré à ce que on puisse et donner quand même du courant normal aux gens en évitant cette toile d'araignée là. Mais bon, depuis un moment, bon, je n'ai plus suivi quand même l'équipe. Merci. Donc préoccupation. Je vous rappelle que la CET avait lancé un programme même là de promotion, branchement promotionnel. Moi, je n'ai pas fait les points à mon niveau. Je ne suis pas la CET, mais on va peut-être approcher la CET pour qu'ils viennent nous faire le point par eux-mêmes. Les tiens les. La CSA, c'est M. Kolani depuis Agouer. Oui, je sais. Ok, non, c'est pour d'abord vous saluer. Merci. Et rassurer le peuple togolais que l'alternance aura lieu cette année. Ah, de quel droit vous annoncez ça? Non, c'est pour rassurer. Vous savez, c'est déjà, on est en train de dire que le feu Eyadema est mort, ça fait 15 ans. Forest Zamina Gnassingbé fait 15 ans de pouvoir. Et nous avons amorcé cette démocratie depuis 90, ça nous fait 30 ans. Vous comprenez? Il suffit seulement que le peuple socolaire sorte pour aller voter. C'est tout ce que nous leur demandons. Oui. Il n'y aura rien, ce que Apédouama est en train de dire, il verra le contraire, que cette année, il y aura passation de service. Et puis, vous allez m'excuser, vous n'avez pas discuté de cela. Quand on nous disait hier, peut-être sur votre chaîne, on a remis le drapeau à notre candidat à l'église consort. Votre candidat, c'est mais Dynamique Podjoro. Donc c'est pour vous dire que même le chef de l'État a été sur le terrain avec les évangélistes, ils ont fait la messe. Il y avait le chef d'état-major même qui était en tenue militaire. On se posait la question, mais pourquoi ça? C'est des trucs que vous n'avez pas polémiqué. C'est des Togolais, ils sont libres dans leurs choses. Hein? Oui, l'ami Kolani, nous ne polémiquons pas inutilement, mais il y a des principes
est-ce que vous trouvez normal qu'un évêque aille remettre le drapeau du Togo à un candidat dans une église? Bon, moi j'étais dans l'église, mais je suis animiste. Vous comprenez? C'est la politique, c'est la politique. Nous avançons. C'est contre la manière dont la République vit là. C'est ce visage que les autres sont en train de faire. Ce que nous demandons. Non, ce que vous dites. Hein. Oui. Si la République fonctionne bien, je pense que ce genre de choses ne vont pas se passer. Justement, la République fonctionnera bien si nous tous nous conformons aux principes républicains. Ça fonctionner bien. Donc, allez-y voter. On aura passation de service et puis tout ira bien. Merci. Merci, l'ami Kolani. Merci. Les interventions ont été un peu diversifiées aujourd'hui, même si je m'attendais à ce que les gens touchassent la question de proximité, la CET qui est revenue une fois, mais la visite technique à la DTRF pour laquelle on passe 1-2 jours, la TDE dont on vole les compteurs, et puis les chantiers engagés qui traînent, allez sur la voie pavée de Tochi, au niveau de la pharmacie de la Nation. Il y a un point là-bas, la TDE a commencé les travaux, et puis ils sont partis. Vous ne pouvez pas circuler là-bas librement. Et puis les agents de la municipalité de Lomé qui sont sans salaire depuis 4-5 mois. Et tout ça là devrait également nous intéresser parce que les hommes politiques, ils passeront avec leur campagne, leur discours, mais nous avons le quotidien qui nous collera à la peau, que ce soit notre adversaire ou bien notre favori qui sera au pouvoir. Eh bien, Sylvestre, plutôt, Gadiel Tchanyadi s'est excusé, il avait une obligation. Vous êtes deux. Vous avez 60 secondes pour peut-être ramasser les interventions des auditeurs et puis votre carton. Sylvestre Béni? Non, je crois que les auditeurs ont écouté ce que nous avions dit et tout, donc il nous revient quand même à demander, parce que au-delà donc du manteau de journaliste, nous sommes togolais, donc il revient à nous donc de demander à chacun donc d'observer scrupuleusement donc les lois du pays lors donc de la campagne. Il faudrait quand même que nos frères des militants des deux bords se respectent dans la rue. Ça c'est important. J'ai été témoin oculaire donc d'une scène au niveau de Tocoin Solidarité une fois lorsque le cortège donc de UNIR et de l'ANC passait, les jeunes se sont ils sont descendus donc du véhicule et se sont embrassés. Oui. C'est une image qui m'est restée et je crois. Nous avions relayé cela ici au club. Je crois que il faudrait quand même que ces gens donc d'images qui nous offrent ces gens donc d'images, pas d'animosité, pas d'inimitié. Au-delà, nous sommes des Togolais et que ces 2 semaines de campagne se passent très bien. Merci. Et votre carton de fin d'émission? Non, pas de carton. Merci. Ouais. Abachi Saka, 60 secondes. Oui, j'emboîte le pas. Sylvestre a appelé nos concitoyens à un peu de respect de soi, parce que c'est les campagnes qui vont commencer. Il y a ce qu'on assiste sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut que les gens arrêtent de s'attaquer sur les réseaux sociaux, d'attaquer tel candidat contre tel candidat, de mettre tel candidat contre tel candidat. Je pense que ce n'est pas une bonne chose, parce qu'il faudrait qu'au moins les paroles soient douces et que chacun souhaite que son candidat puisse passer au soir du 22. Donc la première des choses, c'est que tout le monde n'a qu'à se respecter et que les candidats eux-mêmes se respectent, parce que les campagnes vont démarrer demain. Et à la longue, vous allez retrouver que sur tel terrain, il y a tel candidat qui va commencer par injurier l'autre, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Je ne pense pas que ce n'est pas une bonne chose. Que les candidats présentent leur programme de société aux populations, et ces populations, qu'on les convainc, si elle est convaincue, la population... Comme l'a écrit la dépêche, que le meilleur des 7 candidats gagne. Merci. Votre carton de fin d'émission? Bon. Pas de carton. Eh bien, beaucoup de courage à Georges William Kouessan, qui entre en campagne aujourd'hui même sur RFI et qui descend sur le terrain demain, mais qui va devoir se libérer vendredi, samedi pour enterrer sa maman. Beaucoup de courage à vous, Georges William. Et puis à nous tous, cette exhortation à la paix, comme les évêques nous l'écrivent, autant que possible. Et pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. C'est l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. À nous tous, même à notre ami animiste Kolani,
qui va assister à la remise du drapeau togolais à son candidat dans une église catholique. C'est comme cela. Et tout cela qui nous revient à ce joli article de Sika. Élection juste et équitable dans le pays le plus bizarre du monde. Bon appétit. Rendez-vous demain jeudi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.